c'est un moment qui est hyper important pour Glowy parce que l'aboutissement de 10 ans de travail, on fait cette inauguration le 20 janvier où il y a 500 personnes. D'un côté, c'est extraordinaire ce qu'on a réussi à faire, une fierté énorme et en même temps un désespoir de me dire que tous ces gens-là, ils arrêtent pas de me dire que c'est génial et que c'est l'avenir et qu'ils veulent développer le truc. Et que moi, je sais que je sors du tribunal et que globalement, j'attends désespérément l'ordonnance du tribunal pour ouvrir la conciliation qui n'arrive pas, mais qu'il y a un problème, quoi. Et qu'aujourd'hui, c'est la première fois en 10 ans où je me dis, j'ai pas la solution. C'est pour ça que je me tourne vers le tribunal en disant, là, je sais pas comment faire, aidez-moi. Je m'appelle Sandra Ray, je suis la fondatrice de Glowy, qui développe des systèmes de lumière biologique à partir de bactéries marines pour réduire l'impact de la lumière. On est en mi-2013, je suis étudiante en école de design et je participe sur demande de mon école à un concours étudiant qui s'appelle le prix Art Sciences sur le thème de la biologie cette année-là. Et on attribue à mon groupe un sujet autour de la lumière. Donc très vite, on fait le lien entre lumière, biologie et on tombe sur ce phénomène de bioluminescence, qui est la capacité qu'ont des organismes vivants à produire de la lumière, comme les lucioles, les vers luisants, certains poissons, etc. Et donc on présente à ce concours-là un projet qui consiste à éclairer les vitrines des magasins avec de la lumière de bioluminescence, des bactéries bioluminescentes, notamment pour répondre à un enjeu en cours en France réglementaire, qui est l'extinction des vitrines la nuit, pour cause de consommation électrique et de pollution lumineuse. Donc on présente le concours, on gagne le concours en juin 2013. S'ensuit une grosse vague de presse, puisqu'il y a une attachée de presse qui est attachée à ce concours-là, dont c'est le boulot de faire parler du concours. Je me retrouve dans des émissions de radio de scientifiques, alors que moi-même, non seulement je n'y connais pas grand-chose à la bioluminescence, j'en ai jamais vu. J'ai juste fait quelques petites slides sur PowerPoint et quelques images sur Photoshop. Même si, a priori, scientifiquement, voilà, on est conscient que ça se fait, quoi, mais je ne l'ai jamais fait moi-même. Tout ça, ça prend des proportions énormes et il y a plein de gens qui nous écrivent, des prospects, quoi, que ce soit des villes, des promoteurs, des retailers qui nous écrivent pour acheter la solution, qui donc n'existe pas. Moi, je prends mon téléphone, je réponds aux mails, j'essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous contacte, etc. Le temps passe avec toujours cette traction qui continue et surtout une espèce de boule de neige dans les médias qui ne s'arrête pas, qu'on provoque pas spécialement, mais évidemment, on répond aux sollicitations. Et donc, le temps avance comme ça. En 2013, je fais un petit passage en école de commerce. En 2014, début 2014, un petit passage en école de commerce qui me donne le déclic de me dire, en fait, je peux me lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec ce projet-là. J'ai pas besoin de trouver un travail maintenant, je peux me laisser 6 mois. Donc, mi-2014, je décide de lancer le projet. Ma mère m'appelle en me disant qu'elle entend à la radio un concours lancé par Marc Simoncini, Jacques-Antoine Granjon et Xavier Niel qui donne 25 000 € à 25 entrepreneurs de moins de 25 ans. J'y participe. Je pitch devant ces 3 géants de l'entrepreneuriat que je connais à peine finalement à ce moment-là. Je me rends pas forcément compte de qui ils sont. Je gagne le concours, donc ça remet une pièce dans la machine. La boîte n'est toujours pas créée. Et là, je me dis avec les autres étudiants avec qui j'étais, là, il faut créer la boîte parce que si on veut toucher cet argent et qu'on veut se lancer, il faut y aller. Je suis la seule des 4 à être d'accord pour y aller à plein temps. Donc je me lance. Je rentre pour la première fois en laboratoire. En septembre 2014, dans le cadre du premier concours, j'avais rencontré un laboratoire qui était prêt à m'accueillir, un laboratoire public qui avait un programme d'incubation. Ils nous prêtent une paillasse, je recrute un stagiaire avec leur aide en biotechnologie et on se donne 4 mois pour faire des premiers prototypes, ce qu'on arrive à faire avec une lumière très très peu visible, où il fallait être très convaincu pour la voir, mais elle était quand même là. Et finalement, fin 2014, je crée la boîte en décembre 2014, en me disant, là, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Je remporte un autre concours qui me fait rencontrer mon premier investisseur, Jérôme Mazurel de Fusi Partners, qui me parle d'un autre concours qui se passe dans la Tour Eiffel, 1 minute de pitch dans l'ascenseur. Et donc, en janvier 2014, après ma minute de pitch dans l'ascenseur de la Tour Eiffel, je remporte 100 000 € d'investissement. Et là, c'est le vrai début de l'histoire où je me dis, là, j'ai une responsabilité d'aller plus loin. J'ai toujours autant de traction en termes de business. J'ai toujours autant de rendez-vous toutes les semaines, des dizaines de rendez-vous, des centaines d'appels entrants. Enfin, vraiment une traction assez dingue que j'essaye de comprendre encore à ce moment-là. Et donc, je rentre dans un premier laboratoire où je signe un contrat pour 1 an. Je commence à recruter ma première équipe. Donc à ce moment-là, pendant toute la première année de laboratoire, c'est l'année de la COP21, qui est un moment très particulier parce que tout le monde est très attentif à ce type de technologie et ce type de solution. Tout le monde a envie en fait que ces solutions existent. Et donc on prévoit de faire un premier événement de lancement et de présentation, notamment en vue d'une prochaine levée de fonds en décembre 2015, pendant la COP21.
On arrive à organiser un super événement très compliqué avec beaucoup de challenges, mais une fois de plus avec beaucoup de regards aussi braqués sur nous, beaucoup de télé, beaucoup d'incertitudes, voilà, mais qui se passe finalement plutôt pas mal. On décide de se dire qu'on est capable maintenant de commercialiser des installations éphémères pour l'événementiel, parce qu'on est encore finalement loin du mobilier urbain, sur lequel il y a une grosse activité de R&D à mener, mais on est capable déjà de faire ça pour faire tourner un peu l'entreprise. Et donc on arrive début 2016 pour préparer cette levée de fonds, avec plein de choses qui se passent, une reconnaissance du MIT notamment et de Forbes qui booste complètement le projet, qui donne une crédibilité que j'avais pas forcément en tant que jeune designer de 23 ans en montant un projet de biotechnologie. Ce qui évidemment aide aussi la levée de fonds, qu'on fait très vite d'ailleurs, une partie en equity crowdfunding. En 10 jours, on lève plus de 650 000 euros, ce qui était, j'allais dire à l'époque, mais en tout cas il y a 10 ans du coup, beaucoup. Et donc, on se retrouve à devoir développer cette boîte avec, au départ, donc, une activité de très recherche-développement où donc, je recrute plein de gens en laboratoire pour accélérer cette technologie-là, puisque le marché, finalement, je ne vais pas dire qu'il est acquis, mais on a beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes et on a besoin, nous, d'être prêts sur la technologie. Et de l'autre côté, une activité en événementiel qui commence à se mettre en place. Et donc, c'est ce qui se passe en 2016-2017. On travaille à ce moment-là avec des organismes génétiquement modifiés. Donc, j'ai recruté toute mon équipe aussi technique en fonction de ces compétences-là. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, après la levée de fonds, je me rends compte qu'on stagne en fait sur la partie techno. On a du mal à avoir plus de performances lumineuses, du mal à avoir plus de performances en termes de temps, etc. Et donc, je me dis, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et en plus de ça, on est bloqué réglementairement parlant parce qu'on ne peut pas sortir des OGM dans le laboratoire, même s'ils sont les moins dangereux du monde, ce qui était le cas de nos bactéries, pas pathogènes, pas toxiques, mais on ne peut pas les sortir du laboratoire. Il n'y a pas de cadre réglementaire. Donc, je mène toute une activité de lobby assez intense auprès des pouvoirs publics français et européens. Et en parallèle, je commence à voyager dans le monde entier pour essayer d'identifier où est-ce que notre technologie serait commercialisable. Et notamment beaucoup en Chine et dans les Émirats arabes. Je me retrouve dans des situations assez incroyables, dans des délégations officielles, des voyages voyages d'État avec des présidents de la République, avec le Premier ministre, avec tout un tas de choses assez dingues qui donnent aussi beaucoup de lumière au projet et qui lui apportent à la fois de la crédibilité, mais aussi beaucoup de réseaux, beaucoup de contacts, et donc qui alimentent cette partie business qui finalement continue à grossir de jour en jour et qui alimente aussi les médias qui finalement continuent à parler de nous, ce qui nous aide sur le reste. Et donc, on se retrouve à se dire comment est-ce qu'on peut commercialiser notre produit qui n'est pas sur quel marché, en fait, qui n'est pas encore prêt pour le mobilier urbain, qui est encore cher si on veut remplacer une ampoule, parce que la techno n'est pas suffisamment mature. Et donc là, on se rend compte, grâce à l'événementiel, de propriétés assez incroyables qu'a la bioluminescence sur des sujets de relaxation. Et donc, on monte tout un concept d'expérience grâce à la bioluminescence, notamment dédié du coup au marché de l'hôtellerie. Et donc, on développe ce produit qui s'appelle la Glow Zen Room, qui est une expérience de 20 minutes sur laquelle on a un décor qui est très précis, fait dans les règles de la biophilie, donc faire en sorte qu'on arrive à se plonger complètement dans la nature pour déconnecter le plus rapidement possible et se relaxer, avec des résultats assez incroyables. On commence à développer ce marché, ça se passe bien, l'hôtellerie mord, tout le milieu du bien-être vraiment est hyper intéressé par le concept, par le sujet. Et donc, toute l'année 2018 est dédiée à ça, à développer le marché, développer le produit. On commence à le tester de manière éphémère auprès des premiers clients, avec pas toujours des belles réussites, mais finalement, on arrive à s'en sortir, à développer cette techno. Cette même année-là, je change de directeur scientifique, qui a du coup une approche complètement différente par rapport aux bactéries génétiquement modifiées qu'il y avait avant, et toute l'équipe qui en fait bossait là-dessus. Et j'insiste vraiment sur le fait que j'ai envie qu'on teste des souches naturelles pour enlever ce problème réglementaire, parce que quand bien même on avait cette offre avec le Zen Room, on ne pouvait pas la commercialiser en France tant qu'on avait ce verrou réglementaire. On finit par tester premier semestre 2018 ces bactéries naturelles qui nous donnent des résultats incroyables. Et non seulement incroyables naturellement, mais surtout après quelques améliorations, on se rend compte qu'on augmente nos performances de manière assez spectaculaire. Ce qui, du coup, il faut se rendre à l'évidence, veut dire qu'on va complètement switcher de technologie parce qu'il n'y a plus aucun intérêt à continuer à faire du génétiquement modifié si les performances ne sont pas là et si en plus on est bloqué. Ce qui commence à déstabiliser fortement l'équipe, qui a été recrutée pour ça, dont c'est la spécialité et qui a du mal à accepter que, même si c'est factuel, je ne fais pas un changement pour les faire chier, je fais juste un changement parce que juste ça marche en fait. Il y a un qui marche pas, donc voilà. Mais ça commence du coup à être compliqué vis-à-vis de l'équipe, et en parallèle de ça, on entame une deuxième levée de fonds
donc en 2018, qui se passe plutôt bien. On présente un plan aux investisseurs où finalement on se retrouve avec quatre lignes de business. Toujours l'événementiel sur la partie très commerciale, la ville sur la partie très R&D, cette activité plutôt commerciale sur la partie hôtellerie, et une quatrième business line qui est globalement on fait du co-développement. On a signé des contrats de co-développement avec des groupes industriels pour développer des produits avec eux. Donc sur les quatre, en fait, on reçoit tellement d'appels entrants de plein de choses différentes que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est compliqué de faire des choix. Quand on se rend compte qu'on a les capacités de le faire, on le fait. Ce qui est globalement une erreur, parce qu'on ne peut pas tout faire bien, et que notamment toutes les fonctions support ensuite sont divisées et du coup ne peuvent pas bien mener leur mission. Mais donc c'est le plan qu'on présente aux investisseurs. Ça mord auprès de 3 fonds d'investissement avec qui on part en due diligence. On va loin, ça dure longtemps, c'est beaucoup de travail. Et tout début du coup 2019, alors qu'on pensait signer dans les 2 semaines, les 2 derniers investisseurs se retirent. Et ils disent qu'ils ne vont pas y aller parce qu'ils ont on n'est pas forcément d'accord sur la stratégie. Ils ont envie qu'on se concentre soit que sur l'hôtellerie, soit que sur l'événementiel, soit que sur la ville. Et en fait, on n'a pas vraiment envie de le faire. Et on a des bonnes raisons pour, mais du coup, ça ne fonctionne pas. Et du coup, là, du jour au lendemain, il reste peut-être 4-5 mois de trésorerie. On est, il me semble, 17 personnes, entre 15 et 18 personnes à ce moment-là. J'appelle à l'aide un de mes mentors qui était un de mes investisseurs chez 50 Partners, Martin Genot, et qui m'accueille le soir dans son bureau et qui me dit, on va y passer la nuit, mais on va couper en deux. Faut qu'on divise par 2 le cash burn. Donc on tire tous les petits fils qu'on peut sur les assurances, sur les machins, sur toutes les petites choses, et puis on fait un premier plan de licenciement économique. Donc le lundi, je convoque l'équipe pour leur annoncer ça. Donc licenciement économique, où on coupe des activités. On se dit, là, il faut qu'on se refocus parce que sinon, on n'arrivera pas à lever des fonds. Et de toute façon, il faut qu'on se concentre. Et la décision qu'on prend, c'est de se dire, la R&D, on va la faire financer par l'argent public parce qu'on n'arrive pas à lever des fonds dessus. Il y en a encore trop, c'est trop long, les marchés. En plus, on s'adresse à des marchés publics pour le coup, donc les investisseurs, ils ne sont pas fans. On les comprend. Mais quand même, c'est compliqué. En parallèle, on travaille sur des gros dossiers de subventions européennes pour financer ça. Donc, on se dit que c'est ça la voie. Et du coup, on lève des fonds pour développer commercialement la Glosen Room sur le marché de l'hôtellerie. Et donc, on se retrouve avec donc on coupe les 2 autres activités. Ça représente quand même pas mal de personnes. Un premier plan, il me semble, de 4 personnes qui partent, 4-5 personnes. Ça fait quand même un tiers de l'équipe. À notre échelle, ça fait beaucoup. Ça se passe pas très bien. Il s'avère que la veille de les convoquer, j'apprends que je suis enceinte. Donc, ça me met une espèce de couche supplémentaire à la fois de tension et en même temps de OK, au pire, si tout s'arrête, la vie continue, et ça m'aide à ce moment-là à dédramatiser complètement la situation. Ce qui m'a resservi ensuite beaucoup de fois. Je pense que c'est vraiment un truc qui a complètement changé ma manière de faire de l'entrepreneuriat et de travailler, en fait, de manière générale. De se dire que la vie ne s'arrête pas, que tout le monde est en bonne santé. Chaque fois qu'il y a une grosse crise de stress de mes salariés, je leur dis, mais vous ne mettez pas dans un état comme ça. En fait, si on se rate, on va dire au client que c'est raté, et puis en fait, on va survivre, Et le client aussi, il va survivre, en fait. Tout le temps va se passer. Bref. Ça m'a complètement retourné ma manière de voir les choses. Ça m'a aussi donné beaucoup de courage pour gérer cette situation que je n'avais pas envie de gérer. C'est la première fois que j'ai senti une espèce de dissonance entre Sandra personne et Sandra chef d'entreprise, où là, je devais assumer ma responsabilité d'entreprise, qui était de sauver ce qui était sauvable. Et en l'occurrence, c'était soit on restait tous ensemble et on se prenait le mur, soit malheureusement, on disait au revoir à certaines personnes et on coupait des activités, mais il y avait une chance que le projet, lui, continue et renaisse derrière. Donc, évidemment, il n'y a pas photo entre les 2 choix, même si on n'a pas envie de le faire. C'est des gens qui... En plus, c'était vraiment des gens que j'adorais, qui bossaient pour moi depuis 3-4 ans, quasiment toute la vie de la boîte. C'était vraiment très dur, surtout qu'ils m'en ont beaucoup voulu et ils ont très, très mal réagi. Donc c'était d'autant plus dur de se prendre ça dans la tête en essayant de bien faire et en étant bien conscience que on fait mal aussi à des gens et qu'on leur gâche un peu leur vie à ce moment-là, même si évidemment c'est très éphémère et ça se passe très bien pour eux, ils ont tous survécu, tout va bien. Mais bon, il y a quand même un moment un peu de tension à ce moment-là. On se rend compte que c'est pas suffisant sur le plan de la trésorerie. Et donc 2-3 mois plus tard, on refait un plan de départ où on propose des retours conventionnels puisqu'on n'a même plus les moyens de payer des licenciements économiques. En fait, si on paye des licenciements économiques, on n'a plus de trésor du tout. Donc on négocie ça. Compliqué aussi parce qu'ils sont pas obligés d'accepter. Enfin voilà, c'est compliqué. Et donc on se retrouve à 5. À 5. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que pendant tout ça, où c'est une guerre RH, vraiment qui est très compliquée et financière, on signe des contrats.
On signe 3 contrats pour la Glow Room, des gros contrats sur 5 ans. Et on signe notre premier contrat de marché public pour du mobilier urbain, où en gros, on a 2 ans pour développer un mobilier urbain avec une ville. Et en même temps, on n'a plus les moyens de faire en sorte que ces contrats se passent. Donc, c'est un moment un peu compliqué. Mais bon, c'est plus positif que s'il ne se passait rien. On vient d'avoir des nouvelles souches qui nous font de la super lumière. On a des contrats. À un moment donné, il faut se relever les manches et faire en sorte que tout ça se remette dans l'ordre. Et donc, je me remets sur les levées de fonds. En fait, j'ai eu l'impression de passer 10 ans à lever des fonds. Parce que je me rends compte que j'ai jamais réussi en fait, à lever autant que je voulais au moment où je le voulais. Et du coup, forcément, on revoit tout à la baisse. Et du coup, on n'arrive pas au même résultat. Et donc, à ce moment-là, je lève des fonds pour me dire je veux financer du coup le développement commercial de la Glow Room pour pouvoir livrer les clients. Et en parallèle, je continue le travail sur les subventions pour financer la R&D sur la ville. Et donc, c'est ce qu'on fait. J'arrive à lever des fonds. On signe à 8 mois et demi de grossesse, du coup, une somme pour financer le développement commercial. À ce moment-là, donc, on n'est plus que 5. Donc, c'est plus du tout la même boîte. Entre 20 personnes et 5 personnes, on ne fait plus les mêmes choses. On ne fonctionne pas du tout de la même manière. Je pars en congé maternité parce que j'avais décidé que j'allais avoir un vrai congé maternité et que je suis quand même partie en ayant signé ma levée de fonds. Donc, voilà. Je recrute ma directrice des opérations qui prend ma place pendant le congé maternité. Ma directrice scientifique était également en congé maternité. Donc, c'était un petit moment sympa. Je pars en me disant qu'on va installer les Glow Room. Le premier client qu'on devait installer début février 2020 nous annonce... on est en route en Belgique. On est en route. On avait déjà installé une partie du matériel là-bas. Et il nous dit non, mais en fait, j'ai fait faillite. J'ai fermé. Enfin, une histoire vraiment bizarre. Donc, on a perdu beaucoup d'argent à ce moment-là. Déjà parce que l'argent qui devait arriver n'arrive pas. Et en plus, on avait déjà investi de l'argent. Donc compliqué. On installe le deuxième client vers le 20 février 2020 et dans un hôtel. On avait une troisième installation à faire quelques semaines plus tard et résultat, 3 semaines après, tout le monde est confiné, plus de marché de l'hôtellerie et surtout, on se souvient plus trop, mais à ce moment-là, on se dit, et d'ailleurs ça a mis quasiment 2 ans ou 3 ans à revenir à la normale, on se dit, on ne sait pas si un jour il y aura encore de l'hôtellerie en fait, ou si on va tous mourir et rester chez nous toute la vie. Donc là, tout notre plan s'effondre parce qu'évidemment, comme on avait tout misé sur le développement commercial puisqu'on avait les contrats signés, là, il n'y a plus de possibilités. Donc, comme beaucoup... Et on venait surtout de recommencer à reconstituer l'équipe, à re-recruter. On avait recruté 3 personnes qui sont arrivées 2-3 jours avant le confinement. Et donc là, on fait un peu comme tout le monde. On met tous à l'arrêt. On essaie de dépenser le moins possible. On met fin à des périodes d'essai qu'on vient de commencer parce que c'est impossible de prendre le risque, surtout sur des postes commerciaux, de continuer sans savoir s'il y avait un avenir commercial ou pas. Et puis, on continue à travailler pendant le confinement sur ce gros dossier de financement européen. Donc, en juillet 2020, on apprend qu'on décroche ce financement européen. On est les premiers à qui, la première promotion à qui ils accordent une partie en subvention et une partie en investissement en equity. Donc, ça veut dire 4 millions qui vont arriver sur le compte, ce qui change complètement la dimension de l'entreprise et ce qui nous permet enfin de pouvoir avoir un plan sur 3 ans qui est ambitieux en termes de R&D. Et surtout d'honorer notre contrat de mobilier urbain, puisque l'objectif, c'est pendant ces 2 ans-là de développer ce mobilier, de faire la R&D et la conception produit qui y va pour installer, du coup, 2 ans plus tard, ce mobilier urbain. Donc, ça change complètement la donne, pour le coup. On repart presque à 0. Donc, on était à ce moment-là à 5-6 parce qu'on avait recruté pendant le confinement, mais bon, tout le monde n'était pas resté. Et donc là, on se dit, c'est reparti, quoi. On repart à plein régime. On a à la fin de l'année la première tranche de financement qui annonce les premiers recrutements. On n'a pas trop de nouvelles du côté de l'investissement en equity. On relance la Commission européenne qui finit par nous dire 5-6 mois plus tard, on vous met en relation avec la Banque européenne d'investissement pour l'opération. Donc on se dit chouette. On commence les discussions en janvier 2021 avec la Banque européenne d'investissement et on comprend très vite qu'il y a un problème. En fait, ils n'ont toujours pas monté le fonds d'investissement qui est censé investir, que c'est un nouveau fonds qui n'est pas encore monté, qui se sont visiblement rendus compte qu'ils ne peuvent pas être lead sur un tour, donc ils ne peuvent pas comme ça investir 2 millions d'euros, qu'ils ont besoin d'un co-investisseur. Et globalement, ils nous disent, en fait, finalement, on va pas investir 2 millions, on va investir 2 millions si vous trouvez 2 millions. En gros, on fait du 1 pour 1. Il faut que vous ayez des investisseurs qui soient des investisseurs qu'on appelle qualifiés et dans votre secteur d'activité. Il s'avère que cette subvention-là, on l'obtient justement parce qu'on est capable de prouver pour 30% de la note, et on l'a loupé 2 fois à cause de cette note,
que les fonds d'investissement classiques ne veulent pas investir dans notre boîte parce que typiquement, nous, marché public, techno très en rupture, techno très long terme, etc. Donc, c'est pas une boîte dans laquelle les VC investissent. Donc ça, on doit le prouver. Une fois qu'on l'a prouvé, on me dit, finalement, si vous ne trouvez pas les investisseurs, on ne vous donne pas les fonds. Donc c'est compliqué, mais je me dis, moi, je suis très optimiste, très naïve aussi. Donc je me bats un peu pour le truc. Je finis par réussir à signer une term sheet en me disant, je vais trouver des solutions, on va négocier. Je me rends compte aussi qu'ils ont compris qu'ils ont fait une connerie. Ils me le disent, pas par écrit, mais ils me le disent. Ils ne s'excusent pas pour autant. Je me rends compte que c'est pareil pour les autres projets aussi. Que les 2 autres projets français ont le même problème, qui ont été lauréats, avec les projets internationaux. Bref, j'apprends par la suite qu'il y a des gros problèmes et des gros sujets à cause de ça. Je signe la term sheet et je me dis, du coup, je repars en levée de fonds. Alors que pour moi, c'était terminé, quoi. J'étais tranquille pendant 3 ans. Je repars en levée de fonds pour trouver 2 millions. Honnêtement, j'ai peu d'espoir de les trouver, sachant que je n'avais pas vraiment d'option. Mais je me dis, je vais déjà trouver 1 million. Donc, j'arrive à trouver 1 million au bout que j'arrive à closer en quand même 1 an et demi après avoir signé la term sheet, donc en juin 2022, avec une partie de business angel et une partie de fonds d'investissement. Je présente ça donc début 2022, puisque j'ai le résultat, les promesses début 2022, que je présente à la Commission européenne, qui me disent que l'equity crowdfunding, ce ne sont pas des investisseurs, et que du coup, ils ne peuvent pas matcher le montant. Sachant qu'avant, ils m'avaient déjà refusé pas mal de fonds. J'avais déjà proposé des fonds étrangers, etc. Ils m'avaient dit non, ça sert à rien que vous continuez avec eux, on n'investira pas à leur côté, etc. Donc en plus de me demander d'être les investisseurs, c'est hyper exigeant sur les investisseurs. Donc j'avance là-dessus. Je me dis, ok, ça met globalement quasiment 6 mois du coup à signer vraiment la première tranche. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas investir en plus en même temps, qu'il faut qu'on attende de faire un premier closing pour des questions juridiques de vérification d'identité de tous les gens qui ont investi, bref. Donc, juin 2022, j'ai mon premier million. Et en gros, il faut attendre quasiment novembre ou décembre 2022 pour qu'eux, ils mettent les 500 000 en plus. Donc, il s'est passé 2 ans, en fait, entre le moment où ils m'ont promis les fonds et le moment où un quart des fonds sont arrivés. Il s'avère que le fait que ces fonds n'arrivent pas ont bloqué la dette BPI qu'on pouvait avoir sur le financement, puisqu'on n'avait pas assez de fonds propres, trop de fonds publics par rapport aux fonds privés. Donc, on a été classé entreprise en difficulté par BPI. Et donc, en fait, là, on rentre dans une cage chez BPI qui fait que là où on était dans le process de prêt, et d'ailleurs, je me souviens, fin septembre, on avait... pour nous, on avait le rendez-vous avec ma directrice d'opération pour signer le prêt. Et en gros, BPI nous disent, non, en fait, on ne peut pas y aller parce que vous êtes classé rouge, parce que calcul de fonds propres, machin. Je dis, mais attendez, ça fait 6 mois qu'on est sur le coup, vous êtes au courant du dossier, que vous nous suivez, ils nous ont même aidé à négocier avec la Commission européenne. Enfin, il faut savoir que l'État nous a aidé, tout le monde nous a aidé à négocier. Ça a été vraiment 2 ans très compliqués de négociation avec la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement. Sans jamais que personne n'arrive à ses fins, d'ailleurs. Et donc, tout tombe à l'eau, puisque si on n'a pas ce financement, en gros, déjà, le trou, il était dans 1,5 million, mais là, du coup, il passe à presque 2 millions. On ne peut plus avoir aucune autre subvention, donc potentiellement... Voilà. Donc, en fait, on a un trou de trésorerie de 2 millions sur un plan qu'on a entamé. Il faut savoir dans ces subventions aussi que comme on les touche par tranche, si on ne fait pas nos objectifs, comme on les a définis très précisément à l'euro près, globalement, on n'a pas la tranche d'après. Donc, en fait, c'est un cercle qui peut soit être super vertueux, soit être hyper vicieux, parce qu'on a un niveau de dépense qui est énorme, qui suit un programme, et en fait, on n'a pas le reste de l'argent. Donc, on est complètement coincé. Une fois de plus, alors je ne veux pas remettre toute la faute sur la Commission européenne. Si j'avais généré plein de chiffres d'affaires, je n'aurais pas eu de problème. Tout ça, c'est très multivarié. Mais en l'occurrence, là, c'est quand même ce qui a été... parce qu'on ne s'y attendait pas, ce qui a déclenché le début du déclin. Et donc, fin 2022, alors qu'on était sur la fin, en plus, du développement du mobilier urbain, où pour le coup, on respectait à la lettre, ce qui était assez exceptionnel, le développement de ce mobilier urbain qu'on inaugurait en janvier 2023. Fin 2022, là, on commence à rentrer dans un cercle un peu vicieux, où en plus, il y a ce sentiment d'avoir l'impression d'avoir menti à nos investisseurs et qui on a dit, si vous mettez, ils mettent. Et là, en fait, tout d'un coup, ils mettent plus. Ça nous met vraiment dans une position extrêmement confortable. On finit par toucher l'argent. Et début janvier... je me dis, bon, là, il y a un truc qui va pas, j'ai pas de plan, je sais pas comment me sortir de ça. J'ai pas envie de retomber dans un truc où je pourrais aller chercher encore 500 000 euros, mais en fait, je sais que ça va pas me suffire et qu'à part cramer 500 000 euros de plus, ça va pas créer la valeur qu'il faut. Et du coup, je veux plus, ça fait 10 ans que je suis dans ce jeu-là, je veux plus être dans ce truc de je bricole 3 bouilles, parce que là, on parle pas de 100 000 euros, quoi. On parle de 7 millions d'euros qu'on a dépensés. Je veux qu'ils créent de la valeur, quoi. Je veux pas continuer à brûler pour rien. Surtout pas avec de l'argent de particulier en equity crowdfunding. J'ai quand même une grosse responsabilité par rapport à ça.
Et donc, je rappelle Martin Genot de Future Partners parce que je me rends compte que je suis dans la merde. Et il me dit, va voir le tribunal de commerce, rentre en conciliation. Ils vont t'aider à négocier avec les banques. Il s'avère qu'à ce moment-là, on arrive dans un moment où on perd notre statut de JEI, jeune entreprise innovante, parce que ça fait 7 ans qu'on l'a. On commence à rembourser les prêts différés de BPI. On commence à rembourser le PGE, donc le prêt garanti d'État du Covid. Et donc, en fait, oui, c'est ça qui nous a beaucoup aidé. C'est quand même un gros prêt pendant le Covid. Et donc, du coup, on a notre niveau de dépenses au mois de janvier 2023 qui explose, alors qu'on a notre réseau qui est déjà très, très compliqué. Et donc, l'objectif, c'est d'aller devant le tribunal et que le tribunal puisse négocier avec les banques pour qu'on ait au moins des différés sur des reports de prêts, etc. Donc, ce mois de janvier, il est très particulier parce que, d'un côté, on rentre en conciliation. Je ne l'ai pas dit à mon équipe parce que pour l'instant, je n'ai pas de plan. Et la conciliation est la première partie du plan où je me dis je vais réussir à négocier. J'essaye, voilà. Donc, j'ai mon équipe de direction qui est au courant, mais globalement, c'est tout. Je ne veux pas les déstabiliser parce que c'est une période très importante où ils sont dans la dernière ligne droite de l'installation du mobilier urbain. Donc, je me dis pour l'instant, je le garde pour moi. J'attends que l'inauguration passe et quand j'ai un plan, je leur partage. On se retrouve carrément. Donc, c'est un moment qui est hyper important pour Glowy parce que l'aboutissement de 10 ans de travail, de voir ce mobilier urbain qui s'était installé fin décembre, on l'avait déjà posé, il n'était pas allumé, mais il était posé sur la place à Rambouillet. Il y a le JTTF1 qui vient tourner un reportage. On passe le 1er janvier au JTTF1 pour dire les innovations qui vont changer 2023. Il y a des espèces de trucs assez incroyables. On fait cette inauguration le 20 janvier où il y a 500 personnes. Je fais 15 interviews dans la soirée. La maire fait un discours. Je monte sur scène. Je fonds en larmes de me dire, d'un côté, c'est extraordinaire ce qu'on a réussi à faire, une fierté énorme vis-à-vis de projet, vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de tout ce qui se passe, et en même temps, un désespoir de me dire que tous ces gens-là, ils n'arrêtent pas de me dire que c'est génial et que c'est l'avenir et qu'ils veulent développer le truc, et que moi, je sais que je sors du tribunal et que globalement, j'attends désespérément l'ordonnance du tribunal pour ouvrir la conciliation qui n'arrive pas, mais qu'il y a un problème, quoi, et qu'aujourd'hui, c'est la première fois en 10 ans où je me dis, j'ai pas la solution. Je trouve plus la solution. J'ai sauvé la boîte plusieurs fois, et là, cette fois-ci, j'ai l'impression de ne pas avoir la solution. C'est pour ça que je me tourne vers le tribunal en disant là, je ne sais pas comment faire, aidez-moi. Donc on passe cette soirée dingue, vraiment une super réussite. Et 2-3 jours plus tard, je me dis bon bah là, il faut que j'en parle à mon équipe. Donc je les convoque. Ils savent que c'est jamais très bon quand je les convoque. Et je leur dis, je leur dis la situation telle qu'elle est. Alors, il faut savoir qu'en même moment, ma directrice d'opération, qui était mon binôme, venait de partir en congé maternité. Mon directeur scientifique était parti quelques semaines plus tôt. Et mon office manager, qui était mon 3e pilier, avait démissionné 3 mois plus tôt, donc venait de partir. Donc, tout le monde est parti en même temps. Je me suis retrouvée un peu seule dans cette situation en me disant, bon, bah là, il va falloir que j'assume à 100% tout ce qui est en train de se passer. C'est moi qui vais me prendre tout dans la tronche, comme j'ai pu me les prendre déjà quelques années avant. Et donc, je leur dis qu'il y a un énorme problème de trésorerie, qu'on est en contact avec le tribunal, qui nous aide à négocier, mais qu'il y a de très fortes chances qu'on rentre en redressement judiciaire dans quelques semaines, et qu'on dépose le bilan, et que pour maximiser les chances que le projet continue, il faut qu'on arrive à prouver qu'on est capable de faire du chiffre d'affaires. Et donc, leur première mission, c'est de maintenir le mobilier urbain pendant l'expérimentation. Il y avait 4 mois d'expérimentation, donc ça tombait pile poil. En gros, l'expérimentation s'est finie le jour de la fin du redressement judiciaire. Et donc, je leur dis, on va prouver qu'on est capable de générer du chiffre d'affaires pour attirer des nouveaux investisseurs ou des nouveaux acheteurs qui, aujourd'hui, ne sont pas là. Et on conçoit ensemble une expérience immersive qui est à la frontière entre une expérience pédagogique, une expérience scientifique, une expérience de relaxation autour de cette lumière. Et donc, je leur dis, votre boulot à partir de demain, vous changez complètement de cap, vous arrêtez toutes vos activités. Et vous allez vous mettre dans une salle, et tant qu'on n'est pas d'accord sur qui fait quoi, quel est le concept, comment on s'y prend et quel est le rôle de chacun dans ce nouveau modèle qui n'a plus rien à voir, qui est un modèle en B2C en plus, on sort pas de la pièce et on revient le lendemain et on se met d'accord, quoi. Et ils ont eu une réaction exceptionnelle. Je crois qu'ils ont très très vite compris que je devais être en train de pleurer encore probablement. Ils ont très vite compris que c'était plus moi le sujet, que moi j'avais perdu ma boîte, qu'à partir du moment où je savais qu'on rentrait en redressement judiciaire, c'était plus ma boîte, donc je me battais pas pour moi. Et je pense que ça a changé quelque chose dans leur tête. Je pense que malgré le fait que j'étais sûrement une boss très sympa, très compréhensive, très bienveillante, je reste leur boss et je reste leur employeur. Et je pense qu'il y a toujours un peu une distance qui se crée, comme s'il y avait un peu un conflit d'intérêts, quoi. Mais là, je pense qu'ils se sont dit, en vrai, je pense que je leur ai fait un peu de peine. et je pense qu'ils se sont dit,
C'est pas pour elles, c'est pour le projet. Et je pense qu'ils aimaient le projet autant que moi. Et donc tout le monde s'est remonté les manches. 1 heure plus tard, ils étaient tous en salle de réunion en train de se dire allez, on y va, on développe le projet. Et donc là, on se met pendant 4 mois alors pendant que moi, j'essaie de chercher des acheteurs quand même, on se met pendant 4 mois à développer ce concept qui fait beaucoup de bien aussi. Je pense que c'est aussi créer un climat. C'est la première fois que tout le monde travaille sur le même sujet. Donc ça crée aussi quelque chose dans l'équipe qui est complètement différent. Moi, ça me permet aussi de me dire, j'ai pas envie de me pendre en arrivant le matin. Enfin, en fait, il y a un truc positif. Moi, je suis aussi designer de formation. J'adore créer, j'adore la nouveauté. Enfin, je faisais mon petit exercice de ma nouvelle charte graphique. Enfin, il y avait une espèce de truc qui me permettait un peu de respirer aussi moi. Donc, ça a été assez sain, en fait, dans ce process-là. Donc, on crée ça ensemble. Les tickets se vendent très, très bien. Très vite, on est sold out. On fait un peu plus de 40 000 €, 45 000 € de chiffre d'affaires en 5 jours d'ouverture. Donc, on avait prévu ça 4 mois après. On développe 10 produits qu'on n'aurait jamais imaginés. Il y avait un phénomène très intéressant de l'équipe qui, quand on était sur du mobilier urbain uniquement, ils avaient peut-être l'impression d'avancer très doucement parce que tout était très compliqué. Et là, en fait, tout le monde s'est rendu compte à quel point on avait développé une techno incroyable et on savait faire des choses qu'on pensait ne pas savoir faire. D'ailleurs, qu'on n'arrivait pas à faire en événementiel, qui nous bloquait quand on était... Voilà. Mais quand on met des ressources dessus, en fait, on a fait en 2 mois un travail incroyable de conception de produits, de scaling de la production des bactéries. Enfin, vraiment, ça a été un travail de dingue. Une super réussite. Et pendant ce temps, donc la conciliation avance. Il y a négociation avec les banques. Et globalement, les banques expliquent pendant le rendez-vous que s'ils n'ont pas, dans les quelques jours, un business plan qui leur prouve que sans levée de fonds, on est capable de s'en sortir, ils ne présentent pas le dossier en commission pour décaler les remboursements de prêts. Évidemment, si j'avais la solution avec seulement 4 mois de trésorerie pour ne pas lever de fonds et avoir un business, je ne serais pas devant eux, je ne serais pas en conciliation et il n'y aura pas assez de discussion. Donc, je comprends très vite qu'en fait, juste, ils ne sont pas d'accord pour concilier. Pour un sujet en plus un peu bête, une banque qui a été remboursée, l'autre banque où le prélèvement a été bloqué. Donc, en fait, on n'a pas le droit de rembourser une banque et pas l'autre. Et donc, ils se disputent un peu entre eux en disant soit vous nous remboursez tous, soit la banque rembourse. Mais en gros, ils ne se mettent pas d'accord pour des sommes ridicules de 6 000 €. Hein. Il y a plus d'1 million d'euros de prêt en jeu. Donc, pour 6 000 €, ils ont remis en cause potentiellement 1 million qu'ils auraient pu récupérer. Enfin, qu'ils auraient eu une chance de récupérer, là où ils se connaissaient. Donc, ils décident de ne pas concilier. Et là, mes avocats me disent il faut absolument faut pas que vous les remboursiez, parce que si vous les remboursez, vous pouvez pas déposer de bilan, vous n'avez pas suffisamment de passifs, et donc vous êtes directement en liquidation, donc vous n'avez même pas la chance de pouvoir sauver le projet. Donc on les rembourse pas. En 2 jours, on fait le dossier de dépôt de bilan. Je vais au tribunal avec une de mes collaboratrices d'ailleurs, très mal reçue une fois de plus au tribunal. De quelqu'un qui s'en fout, qui me dit « Vous n'avez pas rendez-vous ?» Je dis « Mais en fait, j'ai mon dossier de dépôt de bilan dans la main, je suis en train de vivre un moment absolument atroce. Si vous pouvez juste prendre mon dossier et puis on n'en reparle pas, c'est bien. » Bref. Et donc là, dépôt de bilan. 1 semaine avant, on dépose un brevet quand même, parce qu'en fait, tout se passait très bien. Enfin, le truc de dingue, c'était qu'en fait, il y a plein de choses qui se passaient très bien. Et là, je me décide de trouver des acheteurs. J'arrivais plus avec mes contacts existants, et donc j'écris un post sur LinkedIn. Donc, sachant que 1 semaine avant, j'avais écrit l'expérimentation à se Rambouillet a commencé, c'est génial. JT de TF1, enfin JT de TF1, mais en fait, il y en avait toutes les semaines des news comme ça. Et là, j'écris, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin que vous me présentiez des acheteurs, j'ai besoin que vous likez mon post, que vous le partagez, j'ai besoin que vous m'envoyiez des mots doux et j'ai besoin que vous achetiez des places pour mon exposition. Ça marche très bien. Un énorme buzz, à croire que les gens adorent les galères. Je reçois déjà une vague d'amour énorme, des milliers de commentaires, des milliers de messages, enfin vraiment un truc de je me dis en fait tout va bien se passer par la suite. Donc ça m'enlève un poids énorme de cette peur de dire ok, tout le monde pense que je suis géniale, que mon projet est génial, que tout se passe bien, et en fait de montrer que je suis pas capable de le faire, c'était un pas quand même dur à franchir. Et en fait je me rends compte qu'il y a rien de négatif. Rien. Des gens que je connais ni David d'Adam qui m'écrivent comme si ils étaient ma petite sœur, quoi. Qui me proposent leur aide gratuitement. Vraiment incroyable. Je rencontre plein de gens nouveaux. Et de tout ça, je tire 4 acheteurs intéressés, très différents, avec qui je commence à échanger, qui ont tous des projets différents, que j'aide un peu à structurer des projets, je réponds à leurs questions. Tout ça se finit en disant je leur dis de toute façon, vous allez venir à l'exposition, comme ça vous allez avoir vraiment un showroom de tout ce qu'on est capable de faire. Et de voir le truc, c'était aussi super cool de les accueillir avec une queue gigantesque. Enfin voilà, c'était un bon contexte. Ils viennent tous les 4 à l'expo dans des moments différents, on discute, etc. On finit l'expo qui dure 5 jours, où tout le monde s'est donné à 10 000%
où une fois de plus, il y a eu un truc d'équipe franchement génial. Et puis une fierté même, eux, de ce qu'ils avaient réussi à faire, qui était hyper agréable. L'administrateur judiciaire m'appelle, il me dit Madame Ray, j'ai pas reçu d'offre, c'était aujourd'hui la deadline du tribunal. Je dis ah bon, mais je comprends pas, j'étais encore avec certains des potentiels acheteurs hier, ils vous ont pas écrit, ils se sont pas... Non, j'ai aucune manifestation d'intérêt. Je dis je comprends pas, moi j'ai eu plein de rendez-vous avec eux, enfin... Donc je lui dis ils ont pas dû comprendre ce qui s'est passé. Donc je lui dis laissez-moi une semaine de plus, qui demande au tribunal, qui m'accorde une semaine de plus. J'appelle les 4, je leur dis voilà, vous avez 5 jours, vous avez d'ici la fin de la semaine pour y aller. À ce moment-là, pas une seule seconde, j'imagine qu'il puisse ne pas y avoir d'offres, parce qu'il y en a 4 en fait, et 4 vraiment sur des beaux projets intéressés, qui m'ont parlé déjà de qui ils allaient reprendre, pas reprendre, qui m'ont dit combien il fallait investir, des projets quoi. En gros, au courant de la semaine, chacun des 4 me dit non, me dit qu'ils ne déposeront pas d'offres, pour plein de raisons différentes, pas les mêmes à chaque fois. C'est des profils aussi différents, donc c'est pas étonnant. Certains des bonnes raisons, certains honnêtement des moins bonnes, qui sont, à mon avis, des erreurs de leur part. Je pense qu'il y en a certains qui auraient vraiment... ne serait-ce que pour acheter le matériel de Glowy avec le prix du matériel. Même si on voulait monter un autre projet de biotech, racheter Glowy, c'était une bonne idée, quoi, pour plein de choses. Parce que super équipe, bref. Je pense qu'il y en a qui ont fait l'erreur de pas y aller, mais c'est comme ça. Et donc là, l'administrateur judiciaire me dit Madame, on vous convoque le 10 juillet pour la liquidation judiciaire. Et donc là, c'est quand même un peu le choc parce qu'une fois de plus, même avec les équipes qui avaient rencontré les potentiels acheteurs, parce qu'on les avait fait rencontrer les acheteurs, eux aussi s'étaient projetés. Alors, ils n'étaient pas tous d'accord avec tous les projets. Peut-être qu'ils auraient fini par démissionner. Mais en fait, il y avait un scénario que je n'avais pas envisagé pour le coup, qui s'est passé à ce moment-là. Et en même temps, pas le choix. On me dit, c'est fini. Je dis, ok, donc là, je rentre au bureau en me disant, qu'est-ce que je fais, quoi ? Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je leur dis ? Est-ce que je leur dis de rentrer chez eux et qu'ils ne travaillent plus, etc. Donc oui, c'est ce qui se passe. Je leur dis de rentrer chez eux et qu'ils ne travaillent plus. Je leur dis quand même de finir quelques documents de transmission, etc. au cas où, en me disant que ces personnes-là, de toute façon, moi, je les ai ces données et peut-être qu'un jour, elles serviront à quelqu'un, quelque part. Et on part à la campagne tous ensemble, chez ma mère, qui a une maison d'hôte. Et donc, on part ensemble, on passe 2 jours assez dingues. Pour moi, c'était hyper important, plus de l'accueillir chez moi. Je sentais aucune rancœur de leur côté, plus de la tristesse pour moi et de la compassion que de la rancœur. Et donc, c'était vraiment un super beau moment. On rentre, je leur donne une semaine chacun encore. Je sais pas trop quoi faire d'eux, quoi. Mais bon, je leur donne, puis je me dis, il faut peut-être quand même un peu ranger. On a 3 locaux. Je sais pas, il y a peut-être des trucs à faire, mais en même temps, je vais pas leur faire des trucs pour rien. Je sais pas vraiment, on nous informe pas vraiment sur comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on fait de tout ce matériel, comment on le gère. Il y a des trucs périssables, il y a des trucs périssables. En fait, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un mystère encore aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, le 10 juillet arrive, convocation au tribunal. J'arrive au tribunal avec un de mes salariés, parce qu'il y a un des salariés qui doit être là pour représenter le personnel. Et je me sens bien. Honnêtement, je me sens... je suis un peu vide, quoi, mais j'ai conscience que je suis vraiment dans l'acceptation du truc. Voilà. Et le président du tribunal me dit « Ça va, mademoiselle ?» Et là, je m'effondre en larmes. Évidemment, impossible de me calmer. Et là, il passe 20 minutes à peine. Bon, il mentionne une phrase en disant « Oui, vous avez X dettes, machin, etc. » Et puis, il passe tout de suite à me féliciter, à me dire à quel point le projet est génial, que j'avais construit quelque chose de super, que j'avais permis de créer de l'emploi, que j'avais bien bossé, quoi, que j'avais très bien géré la crise, que j'avais fait ce qu'il fallait et que la vie allait continuer, qu'il y avait un soutien psychologique, j'en avais besoin et vraiment un moment auquel je m'attendais vraiment pas, là où on est dans un endroit où on se dit on va nous juger en fait parce que je suis jugeable, je suis coupable de faire perdre le boulot de tous ces gens-là, de toutes les créances que j'ai encore 1 million d'euros de dettes que j'ai pas remboursées, j'ai des investisseurs qui ont investi, tout ça quoi, en se disant je me sens quand même très responsable de ça et me déculpabilise complètement en me disant ça arrive, ce qu'avaient fait déjà beaucoup mes investisseurs aussi, en disant en fait c'est aussi le jeu de l'entrepreneuriat, c'est pas forcément juste mais ça arrive et vous avez pas fait d'erreur, vous avez pas fait de... vous avez fait ce qu'il fallait et vous êtes battus jusqu'au bout et donc voilà. Et donc on sort de ce tribunal-là un peu déstabilisé par ça, pareil en se disant qu'est-ce que je fais ? Je retourne au laboratoire qui est à 5 minutes où les 3/4 des salariés m'attendent, sympa d'ailleurs d'avoir été là. Et donc, on est dans ce grand hangar de 300 mètres carrés où il y a 10 ans de matériel, de souvenirs, de trucs. Et là, on nous demande les clés. Donc, on met notre tasse sur les gouttoirs et on rend les clés et on se dit au revoir, quoi. Je dis, qu'est-ce que je dois faire de courrier ? On me dit, vous le jetez à la poubelle. J'avoue que ça m'arrange bien avec ma phobie administrative de jeter 50 factures pas encore ouvertes à la poubelle. Donc, je jette le courrier à la poubelle. Je rends les clés de la voiture qu'on avait en leasing. Et puis voilà, on se dit au revoir, quoi. Fin de l'histoire.
sans aucune explication de qu'est-ce qui va se passer par la suite. On m'avait expliqué que donc, le tribunal allait licencier les salariés, donc moi j'avais prévu tout ça avec eux, tout était bouclé avec eux, mais du coup moi j'étais plus responsable de rien en fait. Du jour au lendemain, plus aucune responsabilité, plus aucune charge mentale professionnelle. Et donc quand même un sentiment qui est pas désagréable, malgré la tristesse du truc, de se dire bon bah en fait j'ai l'esprit tranquille quoi. J'ai plus de responsabilité, c'est plus moi qui vais gérer ça. Y compris ne serait-ce que les licenciements pris en charge par le tribunal et tout, c'est quand même important. Ça, pour le coup, ça aurait été très dur que ça soit moi de les faire. Mais donc voilà, je pars en vacances, en vraies vacances, qui ne m'étaient pas arrivées depuis bien longtemps, avec mes 2 enfants, puisqu'entre-temps, il y a eu un deuxième enfant, qui me paraissent tout d'un coup bien plus supportables quand ma charge mentale est plus basse. Donc je redécouvre ce que c'est que passer des moments calmes et sereins, sans stress. Ce qui est assez cool. Et tout de suite, je me repose la question de savoir ce que je vais faire. D'un côté, j'ai envie de facilité, où je me dis, en fait, je pense que je vaux cher maintenant sur le marché. J'ai une belle expérience, je vais prendre un CDI, je vais être bien payée, je vais faire mon travail et je vais pouvoir continuer à faire tout ce que j'ai repris, avoir une vie sociale, partir en vacances, faire du sport, profiter un peu. Et puis très vite, je me rends compte que en fait, c'est pas ça que je veux, que je sais faire que ça, entreprendre, que j'ai besoin de cette adrénaline, que je me suis habituée à un projet qui me dépassait tellement que je peux plus faire moins en fait. On me propose d'autres projets, je peux pas faire une application, en fait, j'y arrive pas, je peux pas mettre le même niveau d'énergie. Et puis, il y a 2 choses qui se passent à ce moment-là. La première, c'est que donc le jour où j'annonce la liquidation judiciaire sur LinkedIn, donc là où je dis vraiment c'est fini, j'ai quand même 1500 investisseurs particuliers, donc tout ça, c'est des étapes un peu compliquées. On ne sait jamais trop comment ça va réagir, etc. C'est un peu compliqué de l'annoncer publiquement, d'autant que j'en ai pas raconté à ce moment-là les raisons. Je voulais pas parler de la commission européenne. Je voulais pas jeter la pierre. En fait, la responsable, c'est moi dans cette histoire. Je suis la seule responsable. Il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, peut-être pas dans les moyens que j'avais, mais en tout cas, je voulais pas mettre la pierre. Donc, c'est aussi difficile de se rendre compte que plein de gens se disent, de toute façon, il n'y avait pas de marché, je l'avais dit depuis le début. Tous les gens qui avaient douté du projet, forcément, ils étaient bien contents de pouvoir dire, ah bah oui, je l'avais dit. Alors que la vérité, c'est pas ça, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais pas rentrer dans ce jeu de la justification. Les 4 potentiels acheteurs qui, du coup, n'ont pas racheté m'écrivent quand ils voient ce post en disant, mais attends, comment ça, c'est fini? Je dis, bah oui, c'est fini. À ce que je sache, vous n'avez pas fait d'offre. Donc, voilà. Mais je pensais qu'il y en avait d'autres. Bah oui, il y en avait d'autres, mais ils n'ont aussi pas fait d'offre. Donc, en fait, voilà. Et ça a été un peu une leçon aussi de me dire, c'est un peu l'histoire de Glowy, c'est que le projet est tellement extraordinaire. Tout le monde avait tellement envie que ça arrive que tout le monde m'a tellement vu me battre aussi en disant, bah, de toute façon, elle va y arriver, ça peut pas s'arrêter. C'est un truc qui est pas concevable que ça s'arrête. Et donc là, ça s'est arrêté. Donc voilà, c'est ce qui arrive et potentiellement pas qu'à mon projet, probablement sur des beaux projets comme ça. Et donc un de ces 4-là, qui est un entrepreneur, un serial entrepreneur et investisseur, me dit, en fait, moi, je m'étais intéressée à ton projet dans le cadre d'un projet un peu plus large, qui est la création d'un startup studio dans le biomimétisme, parce qu'il y a trop peu de sujets bio-inspirés qui naissent, qui passent la barrière du laboratoire, alors qu'il y a un impact environnemental potentiel qui est énorme. Constat sur lequel j'étais évidemment complètement d'accord. Et donc, ils me disent que ça t'intéresse qu'on en parle pour voir si c'est pas un projet qu'on peut monter ensemble, etc. Et donc, au fil des mois, on se voit, on apprend à se connaître pour finir à la fin de l'année, après une période où moi, j'ai testé plein de choses, j'ai fait de l'enseignement, j'ai fait du conseil, par du coup, trouver un accord pour s'associer et monter donc Anima, qui est pour moi un parfait juste milieu entre un modèle de studio qui me permet de combler cette frustration que j'ai de Glowy de ne pas avoir eu suffisamment d'impact, parce qu'en fait, j'ai fait tout ça pour l'impact et au final, j'ai installé un mobilier urbain qui, clairement, en tant que projet pilote, n'a pas un très bon impact. Donc, me dire comment est-ce que je peux avoir un cadre dans lequel je peux multiplier mon impact. Et là, pour le coup, le studio me permet de multiplier des projets, donc forcément de multiplier mon impact. En même temps, d'avoir un cadre assez sécurisant avec un associé qui sait ce qu'il fait, qui est hyper capé, qui a beaucoup de choses à m'apprendre aussi, aux côtés duquel je grandis beaucoup aujourd'hui. Et donc, qui me permet de me tirer vers le haut, là où finalement, je me suis tirée moi-même vers le haut pendant 10 ans, et c'était hyper intéressant, mais en même temps, c'était fatigant, quoi. Et donc, c'est bien que je puisse grandir un peu différemment aussi. Et en même temps, évidemment, dans le milieu dans lequel j'ai évolué pendant 10 ans, qui est celui du biomimétisme, avec tout l'écosystème que je connais très bien, ce réseau que j'ai développé autour de ça, cette image aussi que j'ai développée, et tous les des centaines de conférences que j'ai faites pour porter le message qui n'était pas juste celui de Glowy et celui de la bioluminescence, qui était celui de la nature à des solutions à nous apporter.
Donc tout ça, ça me permet de continuer à le faire aujourd'hui, donc de valoriser 100% de ce que j'ai fait chez Glowy, aussi bien sur mon réseau que sur mes connaissances de l'entrepreneuriat, en tant qu'entrepreneur qui met les mains dedans à cofonder des boîtes avec d'autres entrepreneurs et en même temps en tant que gestionnaire d'une entreprise, voilà, et de me rapprocher aussi du monde de l'investissement que j'ai côtoyé de l'autre côté pendant 10 ans et que je vois différemment du coup depuis un an. Ça m'a permis de comprendre plein de choses que si j'avais compris plus tôt, évidemment, j'en serais probablement pas arrivée là avec Glowy, mais c'est comme ça fait partie de l'histoire. Et la deuxième chose assez dingue qui s'est passée pendant ce moment-là, après la liquidation, c'est que au moment de la liquidation, il y a un des investisseurs particuliers qui avait investi en crowdfunding, une toute petite somme, qui m'a appelé en me disant « Mais attends, ça va, je comprends pas. » Il habite en Australie, il m'avait dit ça fait des années qu'il voulait exporter Glowy en Australie et qu'on n'était pas prêt. On aurait typiquement été prêt à ce moment-là, mais c'était pas le sujet tout de suite. Qui m'a dit « Mais attends, je comprends pas. Moi, c'était mon projet pro. Du coup, ça veut dire que j'ai plus de projet pro, quoi. Ça veut dire que tout ça s'arrête, etc. » Je lui dis « Bah écoute, fais une offre au tribunal. » En liquidation, normalement, on rachète pas l'entreprise, on rachète plutôt des bous et du matériel, etc. Et là, je lui dis, rien ne t'empêche de faire une offre sur le matériel, les brevets, les marques, surtout, en fait, tout ce qui a créé de la valeur, tous nos actifs. Et il a fait une offre. Il y a eu 2 offres, d'ailleurs. Et il a remporté l'offre. Et donc, le projet n'est pas parti à la poubelle. Le projet redémarre doucement, le temps de toutes les procédures, le temps du transfert de tout ça en Australie, etc. Mais cette année, il va y avoir une vraie accélération de son côté. Donc, c'est un gros soulagement de se dire que 10 ans de recherche ne sont pas partis à la poubelle. Je suis navrée pour les investisseurs grâce à qui cette techno a été développée et qui n'en auront pas les fruits, tout comme moi. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour le monde, je trouve. Donc voilà, c'est une transition qui finalement c'est assez vite. En moins de 6 mois, je suis passée de tout s'est arrêté à j'ai repris l'entrepreneuriat à fond. Quand j'ai repris fin janvier dernier, donc en 2024, ça a été une vraie bouffée d'oxygène de retrouver cette excitation. En fait, là où mon cerveau s'était vraiment reposé pendant 6 mois, ce qui était très agréable aussi, mais de retrouver cette espèce de passion. Tout d'un coup, il y a un espèce de feu qui se rallume. C'est une sensation que j'avais oubliée, quoi, qui était hyper agréable. Et puis surtout, c'est un truc complètement nouveau pour la première fois de ma vie, avoir l'impression de savoir ce que je fais, de savoir ce que je dois faire, de savoir comment je dois le faire et de sentir que je suis performante. Chez Glowy, je ne le voyais pas tout ça. Je pense que j'étais tellement en train d'emmagasiner des informations tout le temps, d'apprendre, même quand ça fait 4 levées de fonds. En fait, c'est tout le temps des contextes différents avec des investisseurs différents. Là, j'ai juste l'impression de savoir exactement ce que je dois faire. Et on me dit d'ailleurs, autour de moi, j'ai été recrutée, donc maintenant ma troisième associée est mon ancienne directrice des opérations. Donc elle bosse à mes côtés et elle-même me dit, je te reconnais pas, quoi. T'étais 1 million de fois plus performante que tu l'étais chez Glowy. Et c'est hyper agréable de faire tout ça. Donc voilà, tout ça dans un milieu que j'aime, avec des projets incroyables. On bosse avec des entrepreneurs incroyables et des super associés. Donc c'est un beau rebond. Je pense que s'il y a un truc que j'ai fait bien, peu importe les conséquences que ça a pu avoir par la suite, et je l'ai fait parce que quand je me suis lancée, j'étais absolument... j'avais jamais travaillé, c'est mon premier boulot, et en plus, je connaissais rien à mon milieu, donc j'ai été obligée de m'entourer, de tout le temps demander conseil, de tout le temps être consciente de ce que je savais pas faire et de trouver des personnes pour le faire à ma place, ou bien d'être conseillée pour le faire. Et donc, vraiment, ce truc de se dire, entourez-vous, trouvez des personnes qui sont capables de vous soutenir dans les pires moments. Et moi, j'ai eu vraiment la chance que tout le monde me soutienne dans les pires moments, y compris mes investisseurs. Et ça, c'était vraiment ça vaut de l'or, quoi. Parce que c'est quand même un truc où on est très seul, l'entrepreneuriat. Et de savoir qu'on l'est pas forcément, même si à la fin de la journée, on est seul responsable, mais c'était vraiment hyper important. Et je pense que ce qui permet ça, c'est de montrer sa vulnérabilité, de communiquer sur ce qu'on sait pas faire, de communiquer quand on a besoin, de demander de l'aide, en fait. Et je pense que c'est peut-être ce que j'ai bien fait, même dans cet échec, dans ce déclin, c'est toujours de demander de l'aide, et même d'aller voir le tribunal. Il y a plein d'entrepreneurs qui n'y vont pas, en fait. Et du coup, qui se retrouvent dans des situations bien pires, où ils dépassent des frontières de la santé mentale, où ils dépassent des frontières de la santé financière. Moi, si je m'en sors très bien, et que j'ai vite rebondi, et que tout va très bien, et que même ça allait très bien le jour où ça s'est fini, parce que j'avais pas franchi ça, c'est parce que j'ai été capable de demander de l'aide au moment où j'avais besoin d'aide. Et ça, je pense que c'est un travail sur soi. Et c'est aussi, du coup, un accompagnement en termes de business, mais un accompagnement psychologique. Moi, j'ai toujours été, dans les moments compliqués, solliciter un psy, en fait, je trouve ça hyper important. Mes propres binômes directeurs des opérations étaient aussi un peu mes psys, mais je trouve que vraiment savoir se montrer vulnérable, savoir demander de l'aide, c'est la seule manière de s'en sortir convenablement
et d'être capable de rebondir. Sans ça, je vois mal comment on peut rebondir. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude, quand on plante, on repousse. Planté.